Quel changement pour les modes d'hébergement? À la lumière de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et j'en suis fort heureux, je vais aller dans une autre direction, mais complètement, dans le sens suivant, c'est que, ma foi, si on peut alléger un peu le nombre de personnes en situation d'hébergement, parce qu'on aura plus de monde à domicile, peut-être qu'on va s'aider aussi tout le monde. Surtout en ayant vu dans un article récent du Soleil, et monsieur, un de nos présentateurs tout à l'heure parlait des mêmes chiffres, quand on parle de 5 à 600 000 $ par unité, c'est des budgets colossaux. Je vous rappelle qu'on était habitué chez nous à travailler à l'époque où on avait des taux d'intérêt à 20 %, donc on était habitué de faire plus avec moins. On a parlé d'angle mort, on en parle ici comme définition, une zone peu accessible au champ de vision et une vision métaphorique aussi. Qu'est-ce qu'on a échappé dans cette période de COVID? On a échappé certaines choses, notamment, bon, mes amis, je perds un peu de ma présentation ici. Alors, dans notre brève réflexion d'aujourd'hui, on va voir un peu qu'est-ce qu'on voulait pas voir, différents modèles. C'est important qu'on ait différents modèles d'hébergement parce qu'on a différents types de personnes, différentes nécessités. Est-ce qu'on veut revenir comme avant? Puis bon, on va parler un peu du web, de ce qu'on voit. On a parlé des concours d'architecture et un point très important de ma présentation, on n'aurait que ça. Je pense que ça serait très important de se créer un espace pour partager nos retours sur expérience. Ça nous fait cruellement défaut en ce moment. Donc, l'effet architecte brièvement et l'attribution des budgets, c'est un autre élément dont il faut parler. Cette période de COVID a quand même mis en évidence que quand on voulait, il y avait des sous, il y avait des budgets qui pouvaient être disponibles, mais d'une façon incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on ne voulait pas voir? On n'a pas voulu voir la vulnérabilité de tout un secteur de la population. Qu'est-ce qu'on ne voulait pas voir? C'était à quel point on a déliré sur les contrôles budgétaires. On a complètement mélangé l'outil et l'objectif. Et je parle des réformes pas si lointaines. Faut quand même, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Quand aujourd'hui, on nous dit que dans un CHSLD, ça prend quelqu'un d'imputable, et quand dans le gouvernement précédent, on a coupé tous les postes de ces personnes qui étaient en charge des CHSLD et d'autres structures gouvernementales. L'hypercentralisation, on ne pouvait pas à ce moment-là dénoncer l'hypercentralisation, ou si on le faisait, on se faisait rabrouer vraiment rapidement. Et pourtant, on a cheminé là-dedans et on a vu les dérives de ces hypercentralisations maintenant. Alors, des modèles alternatifs hors hôpitaux, c'est un peu ce dont je vais vous entretenir très brièvement. Combien de modèles faut-il envisager? Je vais aller vite parce que j'ai peur de manquer de temps, comme d'habitude. Combien de modèles il faut envisager? Il y a plusieurs types, plusieurs réalités de personnes, plusieurs états de santé, mais il y a plusieurs caractères de personnes aussi. Vous en connaissez et j'en connais qui, à mon âge, sont pressés d'aller dans un centre d'hébergement quelque part, dans un service tout inclus. On a évoqué tout à l'heure les paquebots. Il y en a qui ont hâte d'aller en croisière. Perso, je ne suis pas pressé. Alors, les réalités urbaines, je pratique en milieu rural. Quand on évoque les plus petits centres, je vous rappelle qu'on ne peut même pas en milieu agricole faire un 2 logements. En milieu agricole, la réglementation ne nous permet même pas de... On peut héberger évidemment nos travailleurs agricoles, mais on ne peut même pas faire un logement accessoire dans une réalité rurale. Et évidemment, dans les centres de personnes âgées, à moins que ce soit très, 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 très petit, pensez que des gicleurs automatiques à eau, ça ne peut pas exister partout parce que l'eau, les réseaux d'aqueduc pour ça ne sont pas disponibles partout. Et plusieurs réalités financières aussi, c'est évident.
Alors, les angles morts humains, qu'est-ce qui sont nos réalités qui sont moins visibles, ces gens qu'on voit moins, qu'on veut moins voir, des enjeux planétaires, la gestion des ressources non renouvelables. On a débuté il y a 5 ans un événement dans notre patelin ici qui s'appelle Rendez-vous des écomatériaux pour parler de matériaux fabriqués à partir de matières renouvelables. Ça semble complètement absent de nos cadres réglementaires en ce moment. Vraiment pas, que ce soit à Montréal ou à Québec, si on parle de matériaux biosourcés, si on parle de matières renouvelables, ce n'est pas ce qui est au goût du jour, ce n'est pas ce qui est le plus disponible. Alors, dans ce délire de plexiglas en ce moment, je ne discute pas le fait que ça peut être utile, mais comment on fait, comment on avance avec tous ces masques qu'on jette, tous ces plastiques qu'on va jeter aussi, et tous ces produits nettoyants qui sont hyper chimifiés. J'ouvre une parenthèse pour dire que j'ai pu donner pendant 15 années des formations pour la SCHL sur la qualité de l'air intérieur. Et une des choses qu'on disait, c'est faites attention de ne pas ajouter des contaminants chimiques aux endroits où vous aviez des contaminants biologiques. Toute cette démarche fondamentale est en train de se perdre dans l'urgence COVID du moment. Encore une fois, je ne discute pas, chacun fait son possible, mais on va récolter d'autres conséquences à ça. Alors, les angles morts au niveau des individus, parler de bienveillance plutôt que de surveillance, pourquoi pas? Et puis, encore une fois, faites juste un petit recensement de ce que vous pouvez voir dans les commerciaux, dans l'humour des commerciaux que vous voyez à la télé en ce moment. Beaucoup de ces messages commerciaux ne sont pas empreints de bienveillance, mais c'est du bitchage, comme on dit, pour faire rire. Alors, requalifier les espaces aussi, ce n'est pas pour rien qu'on a cru bon avec l'organisme Éco-Bâtiment de Québec de produire un livre sur la réhabilitation des bâtiments existants. Il y a des aspects environnementaux aussi à ça qui sont très importants. Est-ce qu'on veut revenir comme avant? Est-ce qu'on veut vraiment avoir des embouteillages et une congestion généralisée comme on l'a eu précédemment? Les restos des centres-villes avec toutes ces foires alimentaires, avec la vaisselle jetable à la tonne, est-ce qu'on veut revenir à ça? Sérieusement, il y a des pans complets de l'économie qu'il faut repositionner en ce moment. C'est vraiment fondamental. Est-ce qu'on veut revenir à la surconsommation et qu'on nous dise au mois de juin ou au mois d'août, on a épuisé la planète pour cette année en termes de ressources, ça nous en prendrait une autre. Les canins, les rapprochements, ça, on veut revenir à ça. Les contrôles budgétaires, j'en ai parlé tantôt. Les attitudes variées face à la discipline demandée, on le voit en ce moment à quel point on est en train de préparer nos parties de Noël quasiment avec monsieur, notre premier ministre, comme organisateur d'événements. C'est assez remarquable. Est-ce qu'on veut revenir à ça? La rentabilité et le seuil, on avait une époque, on parlait 50 unités et moins, ce n'est pas rentable. Tantôt, dans les greenhousing, on avait vraiment une échelle qui pouvait être intéressante. J'y vais rapidement. Alors, un point important, on apprécie tous le web, et moi le premier en ce moment, sinon on ne pourrait pas se parler. Alors, c'est très important de faire vivre sur le web, je vais arriver à mon point principal tantôt, c'est-à-dire le partage par rapport aux retours sur expérience qu'on doit pouvoir partager. J'essaye de voir l'heure, de ne pas trop voir l'heure qui avance vite. Parce que sur le web, les bâtiments, les expériences, tout demeure neuf, tout demeure beau, mais ce n'est pas le cas. Il faut aller voir plus loin, il faut aller voir en personne, il faut des espaces d'innovation, vous en avez parlé, Gonzalo, c'est important, il faut innover, mais il faut partager après comment l'innovation a vécu. On a parlé d'automatisation tantôt et de bâtiments intelligents. Dans notre petit bureau d'où je vous parle en ce moment, on a installé des systèmes domotiques il y a 25 ans. On en a réinstallé récemment dans certains projets. On a parlé du CHUM. Je peux juste vous dire que la sobriété devrait revenir au goût du jour. L'automatisation des bâtiments,
vieillit pas toujours bien. S'il y a un message que je peux transmettre, c'est vraiment ça. Et à quel point ça peut avoir des effets pervers majeurs. Dans les retours sur expérience, c'est des choses dont il faut pouvoir parler. Voilà. Alors, c'est l'espace qui devrait être multidisciplinaire, qui est requis pour dresser des bilans. Qui sera l'organisme en charge de ce partage-là? C'est une espèce, il faut le dire, de vérité-réconciliation pour le secteur du bâtiment. On s'entend, quand on est dans le secteur du bâtiment, comme on l'est en ce moment, on est à cheval entre le secteur de la santé et le secteur du bâtiment. Dans le secteur du bâtiment et de l'aménagement, on a des obligations de résultats et dans le secteur de la santé, on a des obligations de moyens. C'est extrêmement différent. Dans le cas des secteurs de la santé, on sait que peu importe ce qu'on va faire, on aura une fin un jour. Dans le secteur du bâtiment, il faudrait faire comme s'il n'y en avait pas, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème, ni maintenant, ni plus tard. Écoutez, on peut avoir des feedbacks de bâtiments qu'on a fait il y a 35, 40 ans. C'est incroyable l'exigence que peut procurer cette obligation de résultat. L'effet architecte, je vais passer rapidement là-dessus. L'attribution des budgets pour les centres hospitaliers, on l'a vu récemment, que ce soit les nouveaux centres, que ce soit une formule de financement ou une autre, il y a eu des sommes colossales investies. On a même dans certains centres hospitaliers le désir de garder une certaine désuétude, d'afficher une certaine désuétude pour pouvoir avoir un bâtiment neuf. Alors, c'est sûr que c'est très tentant. La réhabilitation, dans ces cas-là, ce n'est pas ce qui se vend le mieux. C'est des bâtiments neufs qu'on veut mettre en avant. Donc, dans le cas de la mise à niveau des CHSLD, ça doit pouvoir se faire, mais c'est très long. C'est un message important sur l'attribution des budgets. Je veux parler ici d'une initiative de ville que je connais de plus proche, Victoriaville Habitation Durable. On a commencé il y a près de 10 ans maintenant. C'est un programme de certification qui est géré à partir des autorités locales. C'est un programme qu'on a pu étendre à d'autres municipalités. C'est un programme qui est géré à partir d'ici. C'est extrêmement important et qui vise à changer les pratiques, à promouvoir l'habitation durable et qui a cheminé dans le temps. Mais ce n'est pas un programme où vous payez pour vous faire certifier. C'est un programme où la ville vous paie si vous prenez des mesures environnementales intéressantes. Et dans ces mesures-là, il y a des mesures qui concernent l'accessibilité des bâtiments, qui concernent par exemple la largeur des portes, la largeur des corridors dans les habitations, de sorte que aujourd'hui, plusieurs de ces aspects qui étaient des aspects incitatifs sont devenus des aspects réglementaires. Donc, si vous voulez construire une habitation à Victoriaville, vous aurez forcément des portes plus larges parce que c'est réglementaire maintenant. Alors, le programme a pu évoluer et surtout, la ville a acquis à travers ces années d'application du programme une expertise vraiment plus intéressante. Et plus récemment, et c'est ce dont je veux vous parler, on a autorisé des façons de faire pour ajouter un logement par habitation. Ce faisant, on contribue à la densification urbaine et aux services qui vont avec. Ça reste soft comme densification et ça fait qu'on peut avoir des logements de proximité. On peut, à ce moment-là, héberger des personnes plus âgées. Évidemment, on n'a pas la prétention ici que ça remplace des CHSLD, mais la notion de logement supplémentaire est quelque chose d'extrêmement intéressant. J'imagine que nos présentations seront accessibles à qui les veulent ensuite, donc vous pourrez voir ça dans le détail, c'est assez bien illustré, les surfaces qu'on peut faire. Mais surtout, encore plus récemment, ce qui est possible de faire par la nouvelle réglementation urbaine, ce sont des habitations de plus. Alors, sur des lots qui ont une certaine dimension, on peut ajouter une unité d'habitation distincte de la première. Et à ce moment-là, on ne parle plus que
d'habitation bigénération, parce que quand l'autre génération décède, ben, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors ici, on a des unités d'habitation qu'on peut ajouter. Je lève un petit drapeau pour dire que cette densification-là était mon projet de fin d'études il y a des siècles en architecture et je suis très content, 40 ans après, qu'on ait enfin une réglementation qui permette d'ajouter ces petites unités qui peuvent être pour des personnes plus âgées à proximité d'un tissu urbain plus ou moins dense, plus ou moins large, c'est entendu, mais au moins à ce moment-là, on sera raccordé aux services municipaux, il y a certaines exigences, mais rien pour fouetter un chat. Et ça permet à des parents plus âgés ou d'autres personnes plus âgées de vivre plus à proximité dans une petite habitation qui est prévue expressément pour eux avec l'aménagement qu'il faut. Alors ici, on a les caractéristiques qui sont demandées pour ce pavillon secondaire. Et encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça peut rendre les transports en commun plus faisables. C'est un aspect sécuritaire. Ce n'est pas la même chose qu'un CHSLD, mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Et des lots de 700 mètres carrés au Québec, il y en a amplement. C'est quelque chose qui est très réplicable, qui pourrait être réplicable à la grandeur du Québec et qui pourrait donner un certain répit à la pression d'hébergement. Alors, des logements supplémentaires, ça s'est fait dans des maisons très, très courantes, très banales comme ça. Et puis, ça... Ce qu'on peut faire, André, aussi, c'est mettre cette présentation-là sur le site. Comme ça, les gens pourront voir les détails. Oui, 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 Et ça serait... on doit bientôt passer à Serge, mais si tu veux peut-être Ben, je terminer. conclue avec ça pour dire qu'on a exprimé à quel point c'était important que la COVID avait redonné, paradoxalement, même si l'accès était plus difficile, ça a redonné une place aux familles. Les familles se sont aperçues qu'il y avait des proches à quelque part dont il fallait qu'ils s'inquiètent. Et puis, ça peut faire que ça peut donner place à d'autres types d'hébergements plus proches des familles. Encore une fois, pas dans tous les cas, mais ça peut enlever de la pression. De la même manière que le télétravail, qui serait conservé une journée ou 2 ou 3 par semaine, va enlever de la pression à plein d'espaces, à plein de réseaux, et ça peut contribuer à un après-COVID intéressant. L'après-COVID ne sera pas que d'une seule solution, mais que d'un ensemble de solutions. C'est la grâce que je nous souhaite. Merci beaucoup.